L'évaluation environnementale stratégique gaz de schiste, la question principale a été contournée et voici comment. Je vais commenter non seulement le rapport final, mais également les études qui ont été réalisées dans le cadre de cette évaluation environnementale. Alors, à l'origine, quelle était la question? Je reprends ici une des toutes premières figures que j'ai produites en 2010, au moment où je me suis moi-même intéressé à la question. On voit un terrain en coupe, on voit un puits vertical avec son extension horizontale et on peut simuler un peu la zone qui subit la fracturation hydraulique. C'était quoi la question déjà? Bien, en fait, le problème, l'ES, résulte de ce problème. C'est une préoccupation que les gens avaient quant à la contamination possible de leurs puits dans les zones rurales étant alimentées à partir de la nappe phréatique. Alors, le risque de voir les puits contaminés par les remontées à la fois de méthane et de fluides de fracturation est un des problèmes. L'autre problème principal étant également les fuites vers l'atmosphère. Cela a donné lieu à la création d'un comité d'évaluation environnementale stratégique qui a commandé un certain nombre d'études. D'abord un plan de travail, ensuite un rapport d'étape et un rapport final. Ce qui est bon de voir dans le tableau des études qui sont disponibles en ligne maintenant que 28 des 78 études, celles qui sont soulignées en violacé, relèvent directement du ministère de Développement durable, Environnement et Parcs. En fait, dans beaucoup d'études, on retrouve, notamment comme dans l'étude E11, la mention des besoins de l'industrie. On voit qu'une grande partie des rapports et des contenus des études ont été orientés dès le départ vers les besoins de cette industrie. Si elle était autorisée à fonctionner, quels seraient les besoins pour satisfaire les besoins en eau, les besoins en conditions de travail, etc. Ça déteint sur une grande partie des études. Certaines études, notamment celles du ministère des Richesses naturelles, des Ressources naturelles, ne sont toujours pas complétées, celles qui sont soulignées en vert ici dans cette partie du tableau. On voit un autre élément aussi qui revient dans beaucoup d'études, des questions qui touchent à comment trouver des méthodes, des mesures de mitigation pour minimiser les impacts et les conséquences. Il semble que ça a été vraiment un rôle, notamment dans les rapports qui émanent du ministère du Développement. C'est beaucoup dans cette optique qu'ont été réalisées les études. Une partie, quand même, des problèmes qui ont été traités par les ministères, notamment dans l'étude E3.2, la détermination des problèmes des fuites, ça relève directement du ministère. Alors, il est normal que le ministère du Développement durable ait rédigé ce rapport, sauf que ce rapport, qui ne contient qu'une douzaine de pages, quand on enlève l'introduction et les annexes, ben, il reste pas grand-chose, quelques pages seulement, où on mentionne que 306 inspections sur les puits de gaz de shale ont été effectuées. Malheureusement, ces 306 rapports d'inspection ne sont pas disponibles en annexe dans cette étude. On doit se fier à ce qui est dit dans un rapport de synthèse qui ne relève selon eux que 4 puits problématiques, malgré que sur les 18, on en a relevé beaucoup plus. On retient ici la migration du gaz dépassant les seuils établis par le groupe de travail. Alors c'est là peut-être la clé de la question. Le seuil critique pour lequel le ministère considère qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, bien, il est défini par l'industrie. L'industrie elle-même a défini qu'à moins de 300 mètres cubes par jour, ce sont des problèmes considérés comme non sérieux. Le rapport 3.2 mentionne quand même qu'on a mesuré des valeurs entre 2 et 190 mètres cubes par jour. 190 mètres cubes par jour ou 190 000 litres de gaz méthane par jour, c'est quand même pas une quantité négligeable. D'où vient ce 300 mètres cubes par jour? L'industrie dans l'Ouest fonctionne évidemment en unité de pieds. 300 mètres cubes, c'est environ 10 000 pieds cubes. Alors, en deçà de 10 000 pieds cubes par jour, ce qui fait au bout de 1000 jours 10 millions de pieds cubes, on considère que pour chaque 1000 pieds cubes, on perd quelques dollars, entre 3 et 10 dollars selon le prix du 1000 pieds cubes. Lorsqu'on ne perd que 10 000 pieds cubes par jour, ben, on perd environ 30 $. Alors, au bout de 1000 jours, ça peut faire 30 000 $. C'est le seuil jugé non intéressant pour intervenir et faire des travaux de colmatage. On préfère perdre 10 000 $ en valeur de gaz en 3 ans que de dépenser 50-60 000 $ en travaux correctifs pour tenter d'aller colmater un puits. Alors, c'est là l'origine de ce que l'industrie considère comme problème sérieux. Et c'est adopté tel quel, sans aucune autre considération critique, ça se retrouve directement dans le rapport produit par le ministère du Développement. Alors, c'est un point qui illustre parfaitement le rôle de promoteur qui transparaît dans à peu près tous les rapports produits et qui émanent des fonctionnaires du gouvernement du Québec. Il y a également
également dans ces rapports d'autres données qui concernent bien sûr les enjeux touchant l'air. C'est très sommaire. Il y a une modélisation qui a été faite dans l'étude de Lavalin. Il y a quelques rapports qui émanent encore une fois du ministère du Développement durable, mais qui sont essentiellement des rapports extrêmement sommaires qui, somme toute, disent assez peu de choses quant au risque réel. On n'a pas fait de mesures directement au niveau des puits et on n'a pas fait de projection, notamment sur ce qui arriverait quand les puits arriveraient en fin de vie et les coulis seraient dégradés. Donc, ce qui va se passer au-delà de la période retenue dans le cadre des études de l'ES, on n'a pas daigné du tout considérer des rapports qui émanent déjà à l'extérieur, aux États-Unis notamment, où on voit qu'il y a des taux assez importants d'émissions de gaz, méthane et autres vers l'atmosphère, et c'est extrêmement préoccupant. L'autre sujet qui m'intéresse, moi, beaucoup plus directement, c'est la question des risques technologiques. Les risques naturels ont été beaucoup étudiés par l'ES. Ils ont choisi d'étudier quelque chose dont on connaissait un peu à l'avance les conclusions, c'est-à-dire qu'ils ont regardé la présence du risque sismique. On sait bien que la zone de l'Utica est en dehors des zones sismiques au Québec. Et déjà en 2009, les experts à la Commission géologique du Canada avaient bien établi qu'il y avait absolument très peu de risques pour la zone du Québec d'avoir une sismicité provoquée par la fracturation hydraulique. C'est également mon avis. On a par contre confié au ministère des Transports l'évaluation des risques naturels et technologiques. En fait, ils se sont limités essentiellement aux risques naturels et je dirais essentiellement à un risque naturel, c'est-à-dire celui des glissements de terrain. Les études R1 et R1-2 sont résumées dans un seul rapport qui ne traite que des glissements de terrain naturels qui pourraient donc survenir dans des zones où on implanterait des têtes de forage. C'est non pertinent selon moi parce que ce qui est le vrai risque technologique, c'est ce qui se passe dans les puits, et ça se passe sous terre. C'est lié à la dégradation des puits à long terme. Le troisième rapport R2.1 confié à un consultant de Sherbrooke, M. Lacourcière, traite cette question des risques technologiques essentiellement sur une base théorique. Alors, c'est une étude qui ne traite que de procédures, comment avertir les municipalités, etc. Ce n'est pas spécifique à la question des gaz de schiste, ça ne traite pas de la détérioration des puits, ça ne traite que des incidents qui pourraient survenir, comme dans toute activité industrielle, quelles seraient les procédures pour alerter les pompiers, alerter les municipalités, etc. Donc, il n'y a pas dans cette étude un contenu spécifique aux puits qui ont été faits au Québec et aux puits qui seraient faits au Québec dans le cas de fracturation hydraulique et dans le cas de cette nouvelle technologie. Il y a également donc des nouveaux risques et ça n'est absolument pas contenu dans aucune des trois études qui sont listées ici. On voit que ces trois études donc, se résument en deux rapports. Un non pertinent parce qu'il ne traite que des glissements de terrain. C'est vraiment un phénomène complètement accessoire et très peu important dans le contexte. Et le deuxième rapport de M. Lacourcière, il est basé essentiellement sur une approche théorique contenant absolument rien de bien concret. C'est la petite portion de toutes les études de l'ES. L'enjeu des risques technologiques a vraiment été complètement évacué. On a fait semblant de commander des études, mais en réalité, il n'y a strictement rien dans le contenu des études R1 et 2 et il n'y a rien également dans le rapport final. Dans le titre du rapport Lacourcière, il est bien précisé qu'on ne traite que les risques associés aux activités d'un projet type du gaz de schiste. Le projet type a été défini en calquant rigoureusement sur les étapes que l'industrie a elle-même définies dans le cas d'exploitation des gisements conventionnels. On parle d'exploration, on parle d'exploitation du puits et on parle de fermeture du puits. Donc, l'étape fermeture, c'est une étape qui se résume à quelques mois. Il n'y a absolument rien pour le suivi à long terme dans le projet type. Alors, à la base, le cadre que s'est donné l'ES de se limiter aux activités de l'industrie. Donc, pendant que l'industrie est active, pendant qu'on a des opérateurs sur le terrain, il y a des certains nombres de risques associés à ces activités-là, mais ça néglige complètement tous les autres risques qui vont survenir après que les activités se seront terminées sur le terrain. C'est quand même un élément important et j'avais tenté d'attirer l'attention du comité de l'ES en leur envoyant des courriels et en soulignant qu'on aurait normalement à regarder cette question avec beaucoup de sérieux. Ça n'a pas été fait, j'ignore pourquoi. Dans le tableau des études réalisées, on trouve des choses, parfois sur une base purement théorique. Ce que ces études ne contiennent pas, comme le rapport final, ce sont des données réelles des 31 puits.
À l'origine, on avait donc des puits fracturés qui présentaient des fuites réelles dans le terrain. Il y a eu des rapports de forage qui concernent ces 31 puits, également des analyses isotopiques que les compagnies ont faites dans certains cas. Il y a également l'inspection qui a été faite de certains de ces puits. L'analyse des fuites, l'analyse isotopique du méthane n'a pas été faite dans le cas des 31 puits. On a donné un contrat d'étude des compositions isotopiques des eaux souterraines, mais ceci a été fait sur des puits qui sont en dehors des 31 puits. On parle de puits d'exploitation des eaux souterraines pour fin de consommation humaine dans le même secteur, mais pas du tout ceux qui sont reliés aux 31 puits, dont certains ont été fracturés. Alors, les données réelles ont été négligées. Également, les données de fracturation, l'extension des fractures, l'impact de ces fractures par rapport aux couches géologiques, par rapport aux fractures naturelles, etc. Tout ceci fait partie de ce que, normalement, les compagnies mesurent pendant l'étape de la fracturation hydraulique. Malheureusement, il n'y a pas de dépôt obligatoire des rapports, par exemple, d'écoute microsismique, celles qui permettent d'évaluer l'extension des fractures, les volumes de fluide injectés, les pressions de fluide injectés, etc. On a, dans ce qui concerne les S, on n'a absolument pas cherché à obtenir ces rapports-là et on n'a commandé aucune étude qui se rapporte aux 18 puits réellement fracturés pour en faire une synthèse et pour pouvoir, par exemple, évaluer correctement le risque de propagation de ces fractures et le risque qu'elles ont peut-être de rejoindre un réseau naturel et mettre en communication la zone fracturée avec les nappes aquifères de la surface. Que fera-t-on de ces 31 puits, surtout ceux qui sont fracturés? Même en cas de scénario zéro, on sait bien qu'on a quand même 2 dizaines de puits ici qui sont problématiques. Quelle est la politique d'inspection? Quelle sera la politique de gestion à long terme? La loi actuelle et les règles du ministère de l'Environnement concernant la fermeture des puits sont tout à fait très mal adaptées par rapport à des puits où il y a eu de la fracturation. Donc, il n'y a rien dans les rapports de l'ES qui concerne des recommandations, par exemple, ou ce qu'on devra faire avec les puits déjà fracturés, et encore moins, bien sûr, par rapport à des puits qui seraient à venir avec les mêmes techniques de fracturation. Finalement, les courbes de déclin, ce qu'on appelle les courbes de déclin, c'est ce qui permet de savoir quelle est la productivité d'un puits, quelle est la quantité de méthane qu'on récupère, par exemple, par rapport à la quantité d'hydrocarbures présents dans le shale finement emprisonné avant les opérations d'exploitation. On a fait ces fracturations dans 18 puits. Les courbes de déclin qui permettraient d'estimer quel est le taux de récupération. Il y a un taux théorique de 20% qui a été avancé par l'Office national de l'énergie, mais aux États-Unis, certaines études montrent que le taux de récupération oscille entre 5 et 15 et 18%. Donc, quel est le taux réel de la productivité dans le cas de l'Utica? Le rapport de l'ES se termine sur une conclusion que l'intérêt économique de l'exploitation de l'Utica, pour l'instant, semble ne pas être là. Le prix du gaz étant relativement bas, certaines compagnies se sont désintéressées maintenant. C'est le cas de Talisman. Ils ont rayé de leurs actifs d'investissement en termes de forage et de puits qui a été fait au Québec. Donc, est-ce en raison de faibles taux de récupération, moins élevés que prévu? Il n'y a pas que le prix du gaz qui compte dans ça. Donc, le taux de récupération est spécialement d'actualité en ce qui concerne Anticosti. Ça s'applique également dans les hydrocarbures de Rochemer. Alors, si le taux est beaucoup moins élevé que prévu, il est possible qu'un gisement ne puisse pas être rentable parce qu'on ne récupère pas suffisamment de gaz dans chacun des puits pour payer le coût du puits et en tirer un bénéfice quelconque. Alors, finalement, ce que l'ES ne contient pas, c'est tout ce que j'ai analysé de mon côté par rapport aux risques technologiques. Je vous ai montré la section des études qui se rapportent aux risques technologiques. On n'a pratiquement rien dans le rapport de l'ES. Les risques que la technologie, qui est une nouvelle technologie, pose à moyen et à long terme, ça n'a pas du tout été traité et c'est un risque qui est lié justement au fait qu'il reste 80, 85 ou 95% encore du gaz présent en fin de production. C'est un gaz qui continue à se libérer pendant des siècles et des millénaires, alors que les puits, on sait bien qu'ils vont avoir, comme toute construction humaine, une période de vie, c'est-à-dire ce qui amène une détérioration. Une fois bouché, le bouchon sera plus efficace après 15 ou 20 ans. Et cette détérioration prévisible des puits abandonnés, c'est un phénomène nouveau, problématique. Le degré de problème que ça présente est un élément nouveau par rapport aux puits conventionnels et ça n'est absolument pas abordé dans aucune étude de l'ES ni dans son rapport final. Pourtant, ces données existent. Les 31 puits, il est possible, par exemple, de trouver dans certaines publications qui ne se retrouvent pas
pas à l'ES. Alors, ce que je vous montre dans les prochaines diapos, ce sont des données réelles que moi j'ai trouvées, que l'ES aurait pu bien sûr trouver pour l'ensemble des puits. Par exemple, des tests de production, ben voici un puits de la compagnie Talisman, justement. La représentante de l'ES, Mme Molgat, qui vient de la compagnie Talisman, avait certainement ces données pour l'ensemble des puits. Je ne montre que le puits Saint-Édouard HZ numéro 1. Alors, une courbe de production, c'est quelque chose qui montre que la productivité d'un puits décline rapidement, à peine au bout de 120 jours. Ici, on tombe à 1/10 de ce qu'était le début initial. Alors, il faudra avoir plus qu'une seule courbe pour pouvoir conclure quoi que ce soit par rapport à la productivité dans l'Utica. Mais c'est un sujet que l'ES avait pu traiter de façon correcte en se donnant simplement la peine d'exiger des compagnies qu'elles déposent ce type de données. Un autre exemple de données qu'on retrouve dans les rapports de forage, c'est par exemple la présence de failles. La présence de failles, la présence de discontinuité. Dans le discours des compagnies, on dit on n'ira pas forer là où il y a des failles. Ben voici un puits fait par la compagnie Talisman, le Clairville HZ1A, qui recoupe un bon nombre de failles ici dans une section horizontale du puits. Il y en a également une autre qui était dans la section verticale et on voit bien le décalage stratigraphique. Et ça a également amené des surpressions momentanées dues à la présence de gaz dans des zones reliées aux failles. Donc, c'est un élément qui aurait été intéressant d'analyser sur l'ensemble des 18 forages où on a eu de la fracturation pour en tirer des conclusions un peu plus générales que celles qu'on peut voir. Un autre rapport de forage qui est disponible, le puits Champlain numéro 1. Dans ce cas-ci, le puits est montré en coupe encore une fois. On voit qu'il y a entre la position prévue du puits et sa position réelle, il y a des déviations importantes, plus de 100 pieds, 35 mètres de déviation, ce qui amène l'extrémité du puits à moins de 600 mètres de profondeur sous la surface, donc à moins de 500 mètres de profondeur sous le bas de la nappe phréatique. Alors, quel a été, là aussi, l'impact de l'extension de la fracturation? On n'en a aucune idée parce que le rapport de forage est disponible, mais par contre, l'extension de la fracturation, le rapport de la mesure de la fracturation par les croûtes microsismiques notamment, c'est demeuré secret. En fait, c'est demeuré, l'ES n'a pas cherché à analyser ces données-là et ne les a certainement pas rendues disponibles. Une question importante, c'est les fuites de méthane. On sait que les 2/3 des 31 puits ont connu des fuites. L'ES a commandé une étude, non pas pour étudier ces puits-là. L'étude E39 ne concerne absolument pas les puits de gaz de schiste. Ce sont essentiellement des puits domestiques qui ont été échantillonnés pour détecter la présence ou pas de gaz méthane, ces isotopes. Également, on a analysé l'hélium et le radon. Donc, c'est une étude intéressante qui établit le background dans les conditions naturelles. Il était par contre très important d'analyser la composition et l'origine par analyse isotopique des fuites qui ont été constatées dans 2/3 des 31 puits au Québec. Ça a été fait en partie par l'industrie elle-même. Voici une présentation faite en novembre 2011 par le professeur Mullenbach de l'Université d'Alberta qui montrait nettement que le gaz de production, le gaz présent en surface sous forme de fuite et le gaz également dans les celliers, c'est-à-dire l'espace annulaire entre le tubage externe et le sol. On a ici une signature isotopique et les conclusions du professeur Mullenbach étaient que ce gaz était nettement d'origine thermogénique. Donc le gaz des fuites, le gaz qui barbote dans l'eau autour des puits est un gaz dont l'origine n'est pas biogénique, est un gaz qui a une origine en profondeur, probablement soit de l'Utica, soit d'un mélange, soit d'une zone intermédiaire. Par exemple, on peut penser qu'il y a également dans le shale de Lorraine des couches qui contiennent du gaz. Alors ces fuites sont reliées à un gaz thermogénique d'après l'étude du professeur Mullenbach. Elle est très partielle, elle ne concerne que 2 puits. Il aurait été intéressant que les ES fasse une évaluation complète de la signature isotopique des fuites de gaz dans les puits, mais aucune des études commandées par l'ES ne concerne ce sujet en particulier. Tout ce qu'on a fait au gouvernement, c'était d'émettre un communiqué de presse originant du ministère du Développement qui disait que le chercheur albertain a présumé à tort que les échantillons reçus provenaient d'un aquifère. Il s'agissait plutôt d'eau de pluie s'étant accumulée dans le cellier des puits. Oui, bien sûr, la pluie tombe et elle peut s'accumuler, mais ce cellier n'a pas un fond étanche, il est en communication avec le sol. Et si on y retrouve du gaz qui barbote, dont la composition est similaire à celui qu'on retrouve dans l'Utica par sa signature isotopique, c'est certainement pas du méthane qui origine de l'eau de pluie. Alors cette réaction assez bizarre du MDDEP pour tenter de jeter un doute, le ministère ajoute qu'il a communiqué avec l'ensemble des compagnies de puits de gaz de schiste au Québec afin qu'elles transmettent tous les résultats d'analyse d'eau souterraine, notamment le méthane dissous et les analyses isotopiques qu'elles auraient faites en relation avec les activités
activité au Québec. On attend toujours de voir ces données-là. L'ES n'a pas cherché à trouver ces renseignements et elle n'a pas commandé aucune étude. La seule étude commandée qui concerne des analyses isotopiques pour l'ES, c'est celle qui concerne une étude visant en quelque sorte à disculper d'avance. Dans les 130 puits de l'étude E39 mentionnée précédemment, il y en a un seul qui contient du gaz thermogénique. Donc, c'est possible que dans les conditions naturelles, il y ait du méthane dans des puits, mais ça n'est survenu que dans un cas sur les 130 puits, alors que dans le cas des puits forés pour le gaz de schiste au Québec, 2/3 des puits avaient des fuites. Il est malheureux que l'ES n'ait pas cherché à définir d'une façon très très claire l'origine du gaz contenu dans les fuites. Un autre point que l'ES n'a pas regardé, c'est que bien sûr, pour colmater les fuites, les compagnies ont fait des travaux de colmatage. Ils ont fait ça sous l'approbation et sous la supervision du ministère des Ressources naturelles et on ne retrouve absolument pas de compilation de ces travaux dans le rapport ou dans aucune des études commandées par les ES. Alors c'est encore une fois des données qui sont disponibles en quelque sorte et que les ES auraient pu obtenir et étudier mais qu'ils ont volontairement choisi de ne pas traiter parce que ça concerne les risques technologiques. Dans les études portant sur les risques technologiques, on ne retrouve strictement rien concernant des données réelles des puits, de leur fracturation, des problèmes reliés à des fuites, à des mauvaises constructions de puits, etc. Il n'y a strictement rien dans les études de l'ES. On a plutôt choisi dans l'étude E310 une modélisation des fuites. Alors plutôt que d'étudier des fuites réelles, voici on a confié à l'Université Laval une tâche de prédire les fuites à partir d'un modèle. Alors ce modèle est peu réaliste, il comporte un seul tubage, une seule section verticale, donc les forages réels sont à la fois verticaux bien sûr, mais dans la zone où se fait la fracturation hydraulique, il y a une partie horizontale et c'est également une simplification extrême des conditions dans lesquelles se retrouve la nappe phréatique, limitée essentiellement à l'épaisseur 50 mètres qui est dans le modèle pour représenter les dépôts meubles. Alors, les paramètres, pour faire un modèle, il faut avoir des paramètres, la perméabilité, la porosité, la densité, etc. Voici, on a fait ça sur échantillon. Un échantillon pour le groupe du TICA et également un échantillon dans le forage à 252 pour représenter le groupe de Lorraine. Alors, ces valeurs mesurées sur des petits échantillons sont bien sûr les valeurs les plus faibles en termes de perméabilité parce qu'on ne tient pas compte ici de l'effet et de la présence des fissures, des micro-fissures. Les carottes dans des sections absolument où le shale est sain et bien compact et c'est sur ces valeurs qu'on a tablé pour obtenir les données pour entrer dans le modèle. Il y a un troisième milieu qui est échantillonné, c'est les paramètres du coulis. Là aussi, on a reconstruit en labo, on n'est pas allé chercher un vrai morceau de coulis autour d'un vrai forage implanté sur le terrain avec les défauts de mise en place du coulis, la porosité, les fissures, etc. On a plutôt reconstitué en laboratoire un coulis et on a mesuré la perméabilité. Et c'est avec ces valeurs qu'on entre dans le modèle qu'on a fait des calculs. Une chose notable, c'est qu'également la fonction du temps, même si elle existe dans la méthode de calcul, aucun des paramètres entrés dans le modèle n'évolue en fonction du temps. C'est-à-dire que la perméabilité du coulis, par exemple, elle est constante pendant tout le fonctionnement du modèle. Il n'y a pas de mesure prise pour évaluer la dégradation du coulis, la corrosion, tous les phénomènes qui peuvent survenir en termes physiques et chimiques par rapport à la présence de fluides de fracturation qui peuvent attaquer les coulis, etc. Donc le modèle fonctionne avec une seule valeur, un seul paramètre pour les coulis, un seul paramètre pour le shale de Lorraine et un seul paramètre pour le shale du TICA, constant dans le temps. Et avec ça, ils arrivent à calculer qu'il y aura moins 2 dixièmes de litres par année. Donc, ça prend 5076 ans dans ce modèle pour cumuler 1 mètre cube de fuite. Extrêmement optimiste comme données, et ça ne correspond absolument pas évidemment avec des données réelles. Un modèle en ingénierie, ça peut servir pour interpoler entre des points de mesure qu'on peut avoir dans la réalité d'un phénomène. Jamais un modèle pour prédire sans aucun calage du modèle, sans que ce modèle soit contre-vérifié par des mesures réelles sur le terrain. Alors ici, les chercheurs ont choisi de ne pas utiliser les données réelles des fuites, ils se sont contentés des résultats que sort le modèle avec les paramètres qu'ils ont entrés dans ce modèle-là. Il faut savoir aussi que le modèle Dumux qui est utilisé ici ne sert absolument pas dans les conditions normales pour des problèmes reliés à l'exploitation des hydrocarbures de roche-mère ou gaz de schiste par fracturation hydraulique. C'est un modèle qui a été utilisé pour modéliser des cas de stockage de CO2 dans des couches naturellement poreuses et perméables. On a modifié le modèle pour l'adapter au cas présent. La modification est surtout une très grande simplification. La modélisation se ramène à 2 dimensions en n'étudiant qu'une
une seule tranche dans la section cylindrique ici. Il y a des rapports d'inspection, parlons-en des fuites qui sont réelles. Et regardons un seul puits ici. Parlons du puits Saint-Édouard HZ1, un puits fracturé qui a une portion horizontale. On indique ici 140 mètres cubes par jour de fuite mesurée par la compagnie Talisman. Alors, ça se retrouve dans le rapport d'inspection. Le ministère a fait relativement peu de mesures sérieuses. Dans bien des cas, il se fiait tout simplement aux chiffres fournis par la compagnie. 140 mètres cubes par jour, c'est pas mal différent d'1 mètre cube par 5000 ans, en parenthèse. Alors, ça illustre quelle pouvait être la valeur de la modélisation de l'étude de 10. Les conclusions des données de fuite de puits sont celles du modèle qui se retrouve dans le rapport final et non pas les données réelles mesurées sur le terrain. Dans ce même puits, on note aussi quelques petites perles pour vous montrer un peu comment travaillent les inspecteurs. On indique ici que la fuite à l'extérieur du coffrage de surface est probablement du biogaz du marécage sous-jacent. C'est signé Jean-Yves Laliberté, ingénieur. Alors, ce monsieur Laliberté était le responsable de la division des hydrocarbures au ministère. Depuis plus d'1 an, il travaille maintenant chez Pétrolière. Il est assez farfelu de penser que la fuite dont on parle ici serait d'origine biogénique. On avait une vision assez jovialiste pour décrire ces fuites au ministère. Ce qu'on ne retrouve pas dans les S, c'est aussi une analyse des avantages liés à l'industrie. L'impact de la fiscalité, en 2009, la firme Ross Smith avait présenté une analyse comparative des différents gisements. On disait venez investir au Québec parce que pour chaque dollar de dépenses d'exploration, vous recevez 5,12 $ en subvention, un taux de retour de 102,5 %. C'est relativement intéressant. J'aurais aimé que les S valident ou corrigent ou analysent un peu cet aspect économique, c'est-à-dire l'impact de la fiscalité, des avantages accordés à l'industrie à l'étape d'exploration pour voir si cette étude de Ross Smith est toujours d'actualité. C'était présenté au congrès de la PGQ en 2009. Ce document est bien un document réel. Finalement, une seule donnée que moi je trouve intéressante, ça se retrouve dans l'annexe 1 d'une étude produite par le comité lui-même qui traitait de l'industrie des gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent. L'étude P1C montre simplement un document tiré de l'industrie. On dit que c'est un exemple d'une des entreprises membres de l'Association Pétrole et Gaz du Québec. Voici une plateforme montrant 8 puits. Alors, ce qui est intéressant de cette zone, c'est que ça vient confirmer des éléments que j'avais moi-même avancés sans avoir toutes ces données. On voit ici que cette plateforme, elle est implantée sur un territoire de 1000 mètres par 3200 mètres, donc 3,2 km² pour 8 puits, ça nous amène à avoir une densité de 2,5 puits par kilomètre-carré. Quand je dis que ça confirme une donnée, moi j'utilise en général une valeur tirée de données américaines où on a en moyenne 2 puits par kilomètre-carré. Alors si on a besoin de 2,5 puits par kilomètre-carré, à Anticosti par exemple, au lieu d'arriver au chiffre de 12 000 puits pour 6 000 km², on arriverait plutôt à 15 000 puits pour 6 000 km², en supposant bien sûr qu'on appliquerait le même type de plateforme. C'est une donnée intéressante. Il faut savoir à partir de cette donnée que la fracturation est faite dans la portion horizontale, celle qui fait 1200 mètres de long des puits, et ces portions horizontales nous amènent plutôt, si on considère juste la zone fracturée, on arrive plutôt à la valeur de 3 puits par kilomètre-carré. Ça signifie que concrètement, les plateformes de puits permettent de fracturer la couche de shale, pas en totalité, il y a environ 75% finalement de la superficie qui est fracturée. À la verticale même des forages, il y a une zone qui ne subit pas la fracturation, mais pour pouvoir exploiter donc un gisement ou 75% de la superficie d'un gisement, en accolant plusieurs plateformes, on arrive à avoir sur une trame de 1000 mètres par 3,2 km, on arriverait donc à avoir une possibilité d'exploiter la totalité d'un secteur dans un gisement. Dans les S, on trouve des évaluations un peu bizarres. Dans ce cas-là, on parle de plateformes qui seraient au nombre de 1200 pour un territoire de 1500 km². Donc, on arrive à une contradiction entre les données de densité de puits et des plateformes réelles. Merci.